Du début. Alors, l'élonisme de Chana Chaya Bat Rzala, et pour la réfoua shlema de Rzala Bat Chana Chaya. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, boré mine mezonot. C'est la mère et la fille, quoi. Oui, la mère. Ben non, c'est la fille. Non, c'est inversé. Oui, mais c'est la mère, non, la fille. Ouais. Oui, c'est la fille qui est morte et la mère qui est vivante, apparemment. Ah, non, Elle est comme sa grand-mère. Ouais. Elle est sa grand-mère. C'est la mère et la fille qui est. Alors aujourd'hui, on va un tout petit peu parler du Admor Hazaken et parce qu'aujourd'hui c'est la Iloula du Admor Hazaken, du premier rabbi de Lubavitch. Et donc, je pense qu'il est opportun de rappeler un ou deux points très intéressants et très importants. Alors, je vais commencer d'abord par cette histoire. Je crois qu'on l'avait déjà racontée, mais au cas où, on va le répéter. Alors, pour vous situer, on va raconter l'histoire. Alors, l'Admor Hazaken est né, pas comme hier, j'ai voulu dire, j'ai eu un soupçon de tunisialité qui est arrivé. J'ai dit qu'il était né en 5555. Bon, je me suis trompé, c'était 5505. Il y a quand même 2 fois 5. Donc, une dame arrive et la dame, elle était mariée avec un monsieur qui avait perdu sa tête. Alors, c'est-à-dire quoi, perdu sa tête? Devenu, en hébreu, on dit choté. Devenu un idiot, un fou, un Loraleno, je sais pas comment on dit dans le terme français ou médical de l'histoire, mais il a perdu sa tête. Plus de tête. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Elle vient, et elle a un grand problème, parce qu'au final, elle est mariée avec un monsieur fou. Donc lui, il ne peut pas assumer son rôle de mari, et de l'autre côté, elle ne peut pas se marier avec quelqu'un d'autre. Mais quand elle s'est mariée, il n'était pas fou. Quand il n'était pas fou, et après il est devenu fou. Ok? Ah ouais. Hier, on a aussi profité de Chazak. Moi, je suis originaire tout le temps. Ah. C'est bizarre, plus on mange, plus on maigrit. Non. Hein? Non, mais si maintenant on mange des choses bien, qui ne sont pas grasses, etc. Parce que quand on mange. Ouais. Alors, on continue. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et vient cette dame-là, et elle en peut plus, elle va voir tous les rabbinim de la terre. Et de son époque, et elle leur demande, trouvez-moi une permissivité de pouvoir divorcer de ce mari. Je ne peux pas. Alors quel est le problème? Pourquoi elle ne peut pas divorcer de ce mari? Parce qu'il est malade. On n'a pas Et le alors? droit. C'est une interdiction. On n'a pas le droit de divorcer d'un mari malade. Si, pourquoi pas? Techniquement, on peut. C'est dans le... Non, vous avez raison, si on peut le guérir. Non, si on peut le guérir, il faut... Très bien. Très bien. Maintenant, là, pour l'instant, il ne peut pas être guéri. Pour l'instant, il ne peut pas assumer son rôle de mari. Alors. Et alors, on divorce pas pour autant. Non, mais c'est là, il est malade, il est fou. Ça peut même être dangereux. Oui, en effet, ça peut être dangereux. Alors maintenant, pourquoi elle n'a pas réussi à trouver pour divorcer? Attention, hein, j'ai pas dit que les rabbinim étaient contre, les rabbinim étaient pour, mais sauf qu'ils disaient on peut pas vous faire divorcer. Pourquoi? Ça serait quoi le problème? Parce qu'il est guérissable. Hein? Parce qu'il est guérissable. Non, pour l'instant, il n'y a pas de guérison possible. C'est quoi le motif de son divorce? Il est fou, le gars. Ah, il est fou. Il est fou, il peut être dangereux, c'est un bébé, c'est un truc, c'est un problème. Est-ce que c'est parce qu'il est fou justement et qu'il va être seul? Parce qu'il va être en incapacité de s'assumer? Oui, mais vous ne pouvez pas obliger une femme à rester mariée. Si une femme elle ne veut pas rester mariée avec un monsieur fou, c'est légitime quand même. Elle ne s'est pas mariée avec un monsieur fou, elle s'est mariée avec un monsieur normal qui est devenu fou. Ok, alors on peut lui demander, faites attention à lui, etc. Ok, mais je peux faire attention à lui, mais je peux me marier avec un autre homme et continuer à faire attention à lui.
D'accord. Ouais. Je sais pas. On n'a pas dit manque de Havat Israël, on a dit concrètement, c'est un problème. Alors, pourquoi maintenant elle est partie demander la permission au rabbinim de trouver une possibilité qu'elle divorce? C'est quoi le problème? Qu'elle aille chez un rabbin, le rabbin il fait les guettes. Parce que pour moins que ça, on divorce, quoi. Enfin, Ah mais là c'est un fou, c'est un fou. Elle demande l'autorisation, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le truc qui fait que- Imagine maintenant qu'un monsieur, maintenant du coup, une dame, elle est religieuse, elle s'est mariée avec un monsieur religieux, et l'aura nous du préserve, ce monsieur-là, il a arrêté la religion, et tout, etc. Et de manière, tu vois, où il est parti habiter totalement ailleurs, il l'a laissé toute seule. Ah oui. Ok, c'est comme si elle était toute seule là. Donc il est devenu fou après le mariage. Après le mariage. Peut-être c'est elle qui l'a rendu fou. Ouais. Ça c'est une option. Par contre, c'est pas très féministe. Ouais. C'est pas très. C'est pas très. Elle peut être responsable, quoi. Ok, mais c'était pas ça le cas. Là, le cas, il a été que c'est légitime. C'est comme si elle était toute seule en fin de compte. Bah oui. C'est comme si elle était toute seule. Donc, ok, elle s'est mariée pour être à deux, c'est pas mariée pour être toute seule. Vous avez pensé à tout sauf au point essentiel. Je vous ai dit qu'il était fou. Un fou, il exempte des mitzvot. Donc, il n'a pas. Pourquoi il exempte des mitzvot? Parce qu'il n'a pas de conscience. Ouais, il va pas faire. Donc, s'il n'a pas de conscience, il ne peut pas signer. Peut-être je veux venir au cours. Ah, il n'a pas de conscience. Il n'a pas de conscience. Et quand il s'est marié, il avait conscience. Oui, mais justement, donc quand il s'est marié, il avait une conscience. Donc, le mariage, il a tenu. Son acte de mariage, quand il a donné la bague à sa femme, ça a marché. Mais entre-temps, il est devenu fou, schizophrène, ce que vous voulez. À l'époque, ils n'avaient pas les mêmes termes médicaux que maintenant. Donc, il est devenu fou mamache. Ok? Et donc, en fin de compte, quand vous lui parlez, il raconte n'importe quoi, il est fou, il tient pas la route, il vient, il va. Donc, en fin de compte, il n'a pas de conscience. Pourquoi on fait la bar mitzvah à 13 ans? Parce que la bar mitzvah, les mitzvot sont liés avec ta capacité de conscience. Donc, si maintenant, tu n'as pas de conscience, tu ne peux pas faire la mitzvot. Ok? Donc, en fin de compte, ce monsieur-là, il n'a plus de conscience, puisqu'il est fou. S'il n'a plus de conscience parce qu'il est fou, il ne peut pas divorcer. Donc, il peut pas divorcer. Donc, cela veut dire que de la même manière que un enfant de 5 ans, il ne peut pas mettre les tefilines, parce qu'on a besoin d'une conscience. De la même manière, lui, et si maintenant vous vous demandez est-ce qu'il est exempt des mitzvot, ben oui, il est exempt des mitzvot. Pourquoi? Parce qu'il est fou. Et en fin de compte, il faut ne pas être exempt des mitzvot, c'est-à-dire il faut être conscient pour ne pas être exempt des mitzvot. Quelqu'un qui est inconscient, il est exempt des mitzvot. Si quelqu'un il met les tefilines pendant qu'il dort, il a fait la mitzvah ou pas? Non, Ah non, il dort. parce qu'il n'a pas de conscience. Yes ou pas? C'était pas mal cet angle de vue. On est d'accord ou pas? Très bien. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Elle va retourner rabbinim. Et aucun rave sur terre peut lui permettre de divorcer. Parce que son acte de divorce ne signifiera rien, puisqu'en fin de compte, il est fou le monsieur. Donc, puisqu'il est fou, il va se finir sur quoi? Imaginons maintenant, qu'est-ce qu'ils ont reproché? Il y a eu dans l'histoire, plusieurs fois dans l'histoire, il y a eu des gens qui ont initié ce qu'on appelle abus de personne en état de faiblesse ou je sais pas quoi. Ok? Donc, en fin de compte, ce monsieur-là, il est en état de faiblesse. Tu veux lui faire signer un point, une chose, qui n'a pas la capacité de dire oui ou de dire non, parce qu'il ne comprend pas de ce qui se passe. Ben, c'est comme ça que légalement, quand il y a des crimes ou machin, on dit il est fou. Donc, Exactement. Parce que être fou, c'est vraiment un truc c'est costaud, quoi. C'est vraiment un truc costaud. Ok? C'est dur pour elle, donc elle est vraiment dans. Mais elle est condamnée. Ah oui, Elle est c'est condamnée. Elle. Non, c'est pas être qui est fou. C'est pas qui est fou. Il est fou. Ok? Clair ou pas? Très bien. Alors maintenant, puisque il ne pouvait pas divorcer, donc en fin de compte, on a un problème. Alors tous les rabbinim de la terre, de son époque, ils demandent trouvez-moi un tzad, un angle de permission, un angle de permission. C'est quoi un angle de permission? Trouvez-moi un angle dans lequel on peut légitimer le guet. Les rabbinim voient, ils regardent dans tous les livres. Non, un fou, c'est un fou, il ne peut pas signer. Un fou. Et il vient, il voit, il saute partout, il truc, il vient, il prend mal au rave. Je sais pas la bouche, c'est un fou, quoi. C'est un fou. Donc, il ne peut pas divorcer. j'avais un copain comme ça. C'est pas que sa femme avait eu un accident. Elle était en coma depuis 10 ans.
Et il a élevé ses 5 enfants tout seul et tout ça. Et à un moment donné, il aurait voulu faire sa vie quand même. Il ne pouvait pas. Parce qu'elle était dans le coma et qu'a priori, elle n'était pas consciente. Elle n'était pas consciente. Alors, pour l'homme, c'est un peu différent. Pour l'homme, c'est un peu différent. Il aurait pu, s'il était parti voir des rabbinim, il aurait pu trouver un... Ouais, mais oui, parce que comme il y avait une suspicion de pouvoir se réveiller, eh ben, ils n'accordaient pas. Et au bout de 10 ans, ils ont quand même finalement accordé. Mais c'est C'est un métier, c'est un métier. Ouais, mais comme il peut se marier avec 2 femmes. Non, c'est pas ça. Parce que qu'il y a peut-être une permission quand dans des cas comme ça. Mais bon, peut-être que, enfin, peut-être qu'il n'a pas poussé l'histoire, peut-être que pendant quelques années, il est occupé avec ses enfants, donc quoi qu'il arrive, il attend de là. Même que lui aussi, il attendait tous les jours que sa femme se réveille. Et après, au bout d'un moment, il a lui aussi abandonné moi. Donc, en fin de compte, le problème, c'est que les médecins, ils ne savent pas, et le truc. Donc, vous êtes occupé dans la vie. Donc, lui-même, il n'est pas parti pousser. À la fin, comment ça s'est terminé? Non, il s'est pas réveillé. C'est Il pas a grave. fallu. C'était la gueule, quoi. Oh là là, Lorraine. Ok, clair ou pas la question? Donc, comment on fait? Donc, elle va avoir tous les rabbinim qu'elle connaît, tous les rabbinim de son époque, et tous les rabbinim, ils disent on peut rien faire, on peut rien faire, on peut rien faire. Tu ne peux pas faire signer à quelqu'un quelque chose qui va signer. Tu ne peux pas rien faire. Elle arrivait chez un rab qui était connu comme un gaon, un génie de la Torah. Il dit excusez-moi, je ne peux vraiment rien faire pour vous. Ok? Il dit par contre, j'ai une idée. Dans 2-3 jours ou une semaine, 2 semaines de marche, de voyage, vous avez un qui s'appelle Admour Azaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Il est connu comme étant un gaon, un génie de la Torah sans pareil. S'il y a quelqu'un qui peut vous aider, et que nous on n'y arrive pas. Nous on n'y arrive pas. Donc, demandez. Par contre, je vous demande qu'au retour, si Bémet il a trouvé la solution, au retour, s'il vous plaît, ramenez-moi, demandez-lui d'écrire où il a trouvé la réponse. Et comme ça, moi aussi, je peux en profiter. Ok? Elle va là-bas chez la Noazaken, elle tape, elle se fait recevoir, le secrétaire, le truc, il se fait recevoir, et elle amène son mari, le fou, avec son fou de mari. Et elle ramène son mari avec elle. Elle lui explique pourquoi elle est venue, voilà, nanana. Fait ok. Il vient, il sort 3 euros de sa poche. Il vient, il dit au mari, va me chercher 1 kilo de tomates, et bon, et ramène-moi la monnaie, ou va me chercher 1 kilo de tomates. Il va chercher le kilo de tomates, il saute par la fenêtre, bon, c'est au rez-de-chaussée, il saute par la fenêtre, il court, il va récupérer 1 kilo de tomates, il ramène la monnaie. Là, dans Zaken, il dit, stoppez tout, amenez le sofer, écrivez le guet, qui signe tout de suite, c'est bon, elle est divorcée. Quoi? C'est pas possible. Comment vous avez fait Alors, il dit, je vous expliquerai après, paf, c'est bon, elle reçoit le gars, vous êtes divorcé, vous êtes libre. Après, maintenant, vous voulez vous en occuper, mais au moins, vous êtes libre, vous avez le droit de vivre votre vie. Ok? Il fait, ok, merci beaucoup, je sais pas, je comprends rien, moi, dans l'histoire, mais je vous fais confiance. Par contre, le Rav qui m'a envoyé, il m'a demandé si vous pouvez lui écrire d'où vous allez tirer la réponse. Ok? Et il écrit, c'était dans vous savez qu'on a 2 Talmuds, le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem. Et dans le Talmud de Jérusalem, quelque part, il y a un avis. Et que l'avis tient que, parce qu'en fin de compte, quand on dit le mot fou, ok, en vérité, c'est quoi, peut-être médicalement, on connaît les définitions de mot fou, mais dans la vie de tous les jours, c'est quoi quelqu'un de fou? Déconnecté de la réalité. Là, il était connecté à la réalité. Alors, pas mal, bravo, déconnecté de la réalité, mais à combien il est déconnecté de la réalité? Là, si on me demande quelque chose. Des fois, des fous qui passent au Betrabad. Mais ils savent c'est quoi le matin, ils savent c'est quoi le soir. Là, il est allé chercher des tomates, il a ramené. Ils savent c'est quoi Mincha, ils savent aligner deux phrases. Oui. Avec le compte. Alors, en tout cas, est-ce que le compte ou est-ce que c'est le fait de garder de l'argent et de le ramener à son propriétaire, etc. Et donc, en fin de compte, il a dit, c'est simple. Non, mais surtout, le lien de conscience, c'est aussi de ne pas perdre. Donc, le fait qu'il a maintenu, il a gardé pour aller faire la mission et pour amener la mission à son endroit, eh ben, peut-être que ça aussi, en fin de compte, au lieu d'être un fou à 100%, peut-être c'est un fou à 3%. Peut-être que ces 3% suffisent pour signer le guet.
En tout cas, lui, alors qu'est-ce qu'il dit là, Noazaken? Il dit qu'il y a marqué dans un endroit, quelqu'un, quand les Chachamim, ils se sont discutés, ils ont discuté entre eux pour savoir quel est le statut réel de la folie. Un, il disait quelqu'un qui ne sait pas dire un Dvar Torah, par exemple, l'autre il va dire ça, l'autre il va dire ça. Et un, il dit non, même si quelqu'un sait ramener de la monnaie, eh ben, en fin de compte, il n'est pas totalement fou. Donc, il y a un niveau de conscience. Ok? Donc, ce n'était pas dit sûrement de cette manière-là, dit de manière différente. S'il sait ramener la monnaie, donc il peut mettre les tefilines, quand même, etc., etc. Donc, ce n'est pas aussi officiel que je vous le dis maintenant. Et comme ça, il a marqué, on a ramené la réponse à ce rave-là, et il a ramené la réponse. Le rave, il dit, ah bon, comment il a fait et tout? Il lui a amené la réponse. Et là, il est devenu fou. C'est quoi devenu fou? Il a dit, quoi? Quand vous êtes venu me voir, j'ai répété dans ma tête toute la Gemara entière, du début jusqu'à la fin, jusqu'au début. La Gemara de Babylone, la Gemara de Jérusalem. Et je suis passé à côté. Alors maintenant, il termine et il dit, cette capacité de la réponse qu'il a donnée sur une virgule, parce que c'était une histoire d'une virgule, sur une virgule, alors écoutez bien, ce n'est possible que à quelqu'un qui étudie la Torah, l'Ishma. Alors, j'explique. Il y a une règle dans l'étude de la Torah qui s'appelle, pas seulement dans la Torah, dans tout ce qu'on fait comme mitzvot, il y a une grande règle qui est très très compliquée de faire, c'est faire les choses, les Shem Shamaim. Les Shem Shamaim pour la gloire d'Hachem, pour le nom d'Hachem, pour la gloire d'Hachem. Et donc de la même manière, quand on fait une mitzvah, quand on étudie la Torah, ça s'appelle étudier la Torah l'Ishma, pour la Torah elle-même. Alors, pourquoi je dis qu'elle est difficile, cette chose-là? Parce qu'en vérité, on est tellement intéressé par plein de choses qu'il est souvent difficile de définir la raison réelle de mes actes. Difficile. Un exemple. Une dame, est-ce qu'on porte bien avec son mari? Peut-être parce qu'elle veut tout simplement que son mari se comporte bien avec elle. Donc en fin de compte, il y a un acte de gentillesse, mais il est égoïste. Il n'est pas gratuit. Il est égoïste. Ah, mais peut-être c'est très bien aussi comme ça la vie. La vie comme ça, c'est peut-être aussi très très bien. Bien sûr, la vie comme ça, c'est peut-être très bien. Mais au final, malgré que dans l'acte extérieur, dans sa forme, en fin de compte, je fais un acte de gentillesse, donc de chesed, mais au fond, c'est un acte d'égoïsme. J'espère. Ok? Des fois, une dame, elle peut être dure avec son mari, mais c'est un acte de chesed. C'est au contraire, c'est parce qu'elle tient à lui et parce qu'elle lui protège ses intérêts. Ok? Donc cela veut dire que le même acte de gentillesse, c'est à la base un acte d'égoïsme. Le même acte de rigueur, c'est un acte de gentillesse. Dans le fond, c'est de la gentillesse. Et ainsi de suite dans tous les domaines. Combien de fois les mamans, elles doivent être dures avec leurs enfants, mais il n'y a que de la bonté. Il n'y a que de la bonté. Alors maintenant, ça encore, c'est comme ça. Mais ça, c'est avec les enfants. Avec les enfants, on a de la facilité. Et même, est-ce que maintenant, des fois, une maman, elle va demander à sa fille d'aller faire de la danse? Pourquoi? Elle a toujours rêvé d'être ballerine. Donc, en fin de compte, elle va faire de la danse à sa fille, alors que sa fille, elle va faire du Krav Maga. Ok? Maintenant, pourquoi elle va lui faire de la danse? Pas pour le bien-être de sa fille, mais pour son bien-être à elle. Extérieurement, c'est de l'éducation, mais intérieurement, c'est pas de l'éducation. Intérieurement, c'est quoi? C'est en fin de compte une projection de soi-même. Et ainsi de suite dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines de notre vie, on a toujours ce problème-là. Quand on étudie la Torah, ça peut être l'étude la Torah, entre guillemets, pour devenir plus intelligent. Ça peut être aussi des raisons sociologiques d'étudier la Torah. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, à Sarcelles, je voyais, nous, on venait de sortir de la yeshiva. On est à la yeshiva et je vois des petits jeunes tous porter la Gemara comme ça avec le même style, le même truc. Je dis, même la Gemara, c'est devenu un effet sociologique. Sociologique, pourquoi? Parce que si tu es avec des copains, qu'en fin de compte, ils vont te poser la question, mais qu'est-ce que tu as étudié aujourd'hui, que tu ne sais pas quoi répondre, tu vas passer de ton degré dans le cercle. Donc en fin de compte, le cercle fait que tu es obligé d'étudier. Alors bien sûr, il faut étudier la Gemara, la question ne se pose même pas la question, c'est de la manière. C'est en fin de compte, pourquoi tu vas étudier, pourquoi tu vas venir à la chose, pourquoi tu vas t'habiller de cette manière-là. Non pas parce que tu comprends le fond de la chose et tu vas faire ce qu'il faut, c'est en vérité que tu le fais parce que tu as une raison sociologique, tu as une influence sociologique pour faire la chose. Donc en fin de compte, est-ce que tu as fait pour Hachem ou en fin de compte tu as fait pour un statut social?
pour un statut social. Ce qui voudrait dire par là que l'étude de la Torah que tu es en train de faire, c'est pas une étude pour la Torah, c'est une étude qui te fait du bien pour toi. Elle est pour toi. Pas aussi elle te fait du bien, c'est pour toi. Ok? De la même manière, dans les mitzvot, imagine maintenant quelqu'un qui donne la tzedaka. Alors, la tzedaka, c'est la seule exception dans laquelle on peut donner la tzedaka. Pour dire Hachem, je donne la tzedaka, tu me rembourses. Ok? C'est la seule mitzvah. Mais imagine maintenant que je mets les tefilines pour pouvoir être en bonne santé. Ça marche pas, c'est pas la question. Mais je mets les tefilines pour être... Je suis gentil avec les gens pour que les gens soient gentils avec moi. Donc, en fin de compte, je fais des mitzvot. Mais dans ces mitzvot-là, il n'y a pas Hachem. Non? Et en fin de compte, l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, les Shem Shamaim, pour la gloire d'Hachem, ou pour étudier la Torah, et uniquement pour étudier la Torah, pas pour en avoir une satisfaction de plus. Je vous donne un exemple. Imaginez maintenant quelqu'un, un Rosh Yeshiva, ou un Rosh Kollel, il doit étudier la Torah, il doit faire des shiurim. Et pour faire des shiurim, il est payé pour ça. Donc quand il étudie la Torah, c'est parce qu'il est payé. Et si maintenant il n'était pas payé pour ça, peut-être qu'il aurait étudierait avec moins d'ardeur. Donc en fin de compte, l'étude de la Torah qu'il a, elle est au niveau de la volonté qu'il met à l'intérieur. Donc si maintenant le but de l'étude de la Torah c'est pour pouvoir être, c'est bien pour la déco, mais après on voit plus rien. Alors, si maintenant l'étude de la Torah, au final, elle est faite parce que j'ai fait ça ou j'ai fait ci, donc en fin de compte, mon étude de la Torah, elle est pas sincère. Alors encore une fois, elle est considérée comme l'étude de la Torah. Il y a marqué que quoi qu'il arrive, à la fin, s'il fait tout ça, il récupère tout. Elle est considérée comme l'étude de la Torah. L'argent que tu as donné aux pauvres, quoi qu'il arrive, Hachem la considère. Les mitzvot de Tfilin, quoi qu'il arrive, Hachem la considère. Quoi qu'il arrive, ça marche. C'est considéré parce que Hachem nous a demandé justement des mitzvot actives, d'action. Donc j'étudie, tu étudies pour la mauvaise raison, mais on va t'étudier après, peut-être tu vas bifurquer. Ok, comme on dit avec les enfants. Mais entre guillemets, il ne faut pas le faire, mais si on le fait, c'est pas grave. C'est pour ça qu'avec les enfants, on leur donne à chaque fois des bonbons et tout ça. Pourtant, il ne faut pas les étudier pour les bonbons. Ouais, mais pour l'instant, tu les habitues. Petit à petit, tu enlèves les bonbons. Petit à petit, tu enlèves les bonbons. Donc, quoi qu'il arrive, oui, pourquoi pas. Mais étudier la Torah, on va se concentrer sur la Torah. Étudier la Torah, l'Ishma. Alors, c'est dire quoi étudier la Torah, l'Ishma? Étudier la Torah dans le seul but de savoir qu'est-ce qu'elle me raconte. Qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qu'elle veut? Quel est l'objectif qu'elle attend de moi? Qu'est-ce que pour s'attacher à Hachem, même pas pour s'attacher à Hachem, étudier la Torah pour comprendre le émet qui se cache derrière chaque phrase. Quand vous dites qu'en fait c'est par rapport à soi-même, je vous interromps. Non, je vous écoute. Quand vous dites que c'est par rapport à soi-même, mais en même temps le rapport à soi-même il y a un moteur. Ce moteur, c'est pour soi, mais c'est peut-être aussi pour redistribuer. Donc, c'est pas ça, c'est sûr. Mais on va rendre compte, il faut, lorsque maintenant, on va étudier la Torah, qu'est-ce que ça veut dire étudier la Torah? Alors, et même si je redistribue après, pour pouvoir faire le kavod à Hachem, donc c'est très bien. Mais déjà, on va commencer par, on va fragmenter. Pour l'instant, on parle d'étudier la Torah. Si maintenant, mon but, il est l'otier qui est déjà minot Israël, qui te donne de Hachem, quand tu vas faire un don, quand tu vas promettre quelque chose à Hachem, c'est pas de la paracha, mais je suis tombé dessus. L'autre est arrière les chalmos. Il faut pas retarder pour le remboursement. Qui d'abord parce que Hachem il va l'exiger de toi, et si tu retardes, il y aura une faute pour toi. Ça, on parle des corbanotes, des sacrifices, que lorsque on promettait de prendre des sacrifices, à l'occasion, quand on est au Beth Amikdash, je vais l'amener le sacrifice. Très bien. Ça, c'est la phrase. Donc, il y a la mitzvah qui est à l'intérieur. Mais qu'est-ce que Hachem veut vraiment me transmettre comme message? Comme message éternel, puisqu'il n'y a plus de sacrifice. Donc, qu'est-ce que la Torah veut? Comment la Torah voit le monde à travers cette phrase-là? Donc, je m'efface totalement. Je vais chercher au plus profond de ce pasouk-là, plus tous les autres commentaires, pour aller chercher le émet de ce que la Torah dit. Alors que si maintenant, je suis le trésorier de la choule, et je vois que les gens, ils ne payent pas en temps et en heure leur don, je vais prendre ce pasouk-là, je vais l'afficher ici, et donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai utilisé la Torah pour mon intérêt à moi. Je mens pas là. Quand je suis le trésorier de la choule, je dis la Torah ne veut pas qu'on retarde. C'est marqué clairement. Mais est-ce qu'il est pas... Ok, donc il a utilisé la Torah à son premier degré.
Est-ce qu'il est parti chercher? Parce que peut-être que lui aussi, il a des choses à apprendre de ce pasouk-là. C'est pas simplement pour afficher aux gens il faut payer les dons, ok? Il y a aussi des choses qu'il doit faire avec ça, ok? Peut-être que lui aussi, il a promis à Hachem qu'il allait faire telle mitzvah et il n'a pas fait la mitzvah. Et peut-être tout simplement, c'est un principe général de zrizout, d'être zélé dans les mitzvot, d'être zélé dans l'action. Il y a plein de choses qu'on peut apprendre de ce pasouk-là. Donc, aller chercher le Hémet sans intérêt tout autour de nous, sans parasite tout autour de nous, et d'aller chercher le Hémet de la Torah au plus profond de la Torah. Ok? Ça, c'est la notion de l'étude de la Torah d'Ishma. Ok? Je termine l'histoire, après on va revenir dessus. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vient ce Rav-là, il dit quoi? Répondre à ça, et sur toute la Gemara entière, parce que la réponse a été sur une petite virgule, dans un sujet qui n'avait rien à voir. Répondre comme ça en un instant, il n'y a que quelqu'un qui étudie la Torah, l'Ishma, qui peut avoir la Torah claire dans sa tête, comme si que hier, ce matin, tout de suite, il avait déjà étudié la réponse. Ok? Et donc ce Rav-là lui-même, il dit, alors j'imagine que ce Rav-là aussi, il étudiait sûrement la Torah l'Ishma. C'est même pas une question. Ok? Mais lui-même, qui était déjà dans cette recherche d'étudier la Torah pour le Hémet, la Torah, c'est ça qu'il a témoigné sur l'Admor Zaken. Ok? Et donc, en fin de compte, cela veut dire que même dans ton étude, dans tes mitzvot, pour l'instant, on va se concentrer sur l'étude, donc même dans ton étude, il y a plusieurs niveaux et plusieurs possibilités d'absorption de la Torah. Et selon ta recherche à toi, et selon ton Hémet à toi, et selon ta recherche à toi, et bien comme ça, la Torah, tu l'absorbes, tu la comprends, tu la vis et tu la saisis. Ok? Très bien. Alors maintenant, cette histoire-là, elle est magnifique. Qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette histoire-là? En fin de compte, elle va nous apprendre que d'après ce rêve-là, le Admor Zaken, il avait atteint un niveau où pour lui, la Torah entière, il avait compris le Hémet, il s'était totalement laissé absorber par l'étude de la Torah, et automatiquement, la Torah, elle a totalement fait un avec lui-même. Ok? Je fais un petit raccourci, et comme ça on avance dans les choses. Alors maintenant, pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Peut-être pour relier avec l'œuvre de la vie du Admor Zaken. C'est quoi l'œuvre de la vie du Admor Zaken? Donc là, vous avez le Tanya. Alors, c'est pas, est-ce que le Tanya est l'œuvre de la vie du Admor Zaken? Je pense pas. Mais vous avez le Tanya. Le Tanya, c'est une chose, mais en vérité, vous n'avez pas que le Tanya, vous avez toute la Chassidoute Chabad. Toute la Chassidoute Chabad. Et vous savez que le Hémet, quelle est une des particularités du Hémet? Quel est une des paramètres pour vérifier que quelque chose est Hémet? Il est vrai. Un des paramètres du Hémet. Non. Je m'excuse, mais je vais prendre mon café. Je n'ai pas les dames qui me font le café, donc je vais presque faire aujourd'hui. Alors, un des paramètres du Hémet, c'est quoi? Alors, facile. Vous pouvez répondre. De transmettre, de vivre. Non. Un des paramètres. Comment le Hémet, il est découvrable? Parce qu'il est Découvrable. Comment on voit que quelque chose, il est Hémet? Parce qu'il est. Non. Très bien, regardez l'autre côté. Il est éternel. Un des premiers paramètres, des paramètres principaux du Hémet, c'est qu'il est éternel. Le nom, comme les diamants. Oh là là. Alors, un des paramètres du Hémet, c'est quoi? C'est qu'il est éternel. Pourquoi? Alors, vous avez dit parce qu'il est testé. Parce que le plus grand test de la vie, c'est la longévité. C'est ça le plus grand test de la vie. Si maintenant vous avez, c'est pour ça que pour ceux qui étudient la Gemara, des fois on devient fou. Comment des fois les Chachamim, ils ont considéré que la nature humaine elle était de cette manière-là, et que ça fait 1500 ans, presque 2000 ans, que la Gemara elle a été instituée, c'est-à-dire qu'il a été écrit. Et aujourd'hui encore, on revoit les mêmes paramètres sociologiques. Et ils n'ont pas bougé d'un iota. D'un iota, ils n'ont pas bougé. Ok? Et donc, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Le Hémet, il est lorsque maintenant quelque chose, j'ai atteint le Hémet d'une chose, et le Hémet, il se fait tester avec le temps. C'est pour ça qu'en vérité, pourquoi maintenant avec le temps? Parce qu'en vérité, le temps, c'est juste une succession d'événements différents.
Ok, juste comme ça, parce que vous m'avez envoyé la vidéo il y a quelques jours. Ils ont voulu faire une étude sociologique de qu'est-ce qui est appelé. Ils ont dit qu'est-ce qui est appelé un peuple. Donc, je ne me rappelle plus exactement, il avait dit 3 choses, je ne me rappelle plus exactement les 3 choses. Il a dit un peuple, c'est une terre. Je ne suis pas tellement d'accord, mais c'est pas grave. Un peuple, c'est une terre, c'est une même religion et une même appartenance, un truc comme ça. Même culture, même appartenance. Et il dit, c'est clairement, d'après ces études sociologiques, le peuple le plus ancien du monde, c'est les Bnei Israël. Il a dit comme ça, les Visigoths, les trucs, les choses, tous ont disparu. Le peuple, et en plus, après autant de temps, il avait dit dans la vidéo, revenir en Eretz Israël, c'est le peuple le plus antique. Ok. Mais nous, on n'est pas étonnés. Alors, en vérité, vous dites la vérité, on est, oui, étonnés parce que c'est un miracle de chez miracle, de chez miracle. Ça prouve juste une chose encore. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve ce qu'on a étudié dans la paracha de la semaine, ce que ça prouve ce qui a été étudié dans les autres parachiotes, qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a dit que le Bnei Israël, ils vont être là jusqu'à ce que Mashiach vienne. On est d'accord? Donc, c'est juste une preuve de plus. Mais elle est magnifique, cette preuve-là. Comment un peuple, il a pu passer tous les événements du monde. Donc, en vérité, ça prouve, cette longévité prouve le Emet, ce qui a marqué dans la Torah. On est d'accord ou pas? Donc, en vérité, une des paramètres du Emet, c'est la longévité. Quelle est la preuve, une des preuves du Emet du Admor HaZaken? La longévité jusqu'à maintenant, c'est la longévité. Bravo, vous avez répondu très vite. En général, j'ai gagné un peu de temps sur ce genre de questions. Et donc, le Emet du Admor HaZaken, on le voit dans quoi? On le voit que son enseignement, il est étudié, retravaillé. Alors, pas que en tant que livre. Pas en tant que livre. Parce que, bon, Hachem, tous les livres de tous nos tzadikim, ils sont étudiés jusqu'à maintenant. Donc, c'est pas en tant que livre. C'est le mouvement qu'il a initié. Donc, le mouvement de l'étude Chassidut Chabad. Après, je vais revenir sur Chassidut Chabad. Donc, le mouvement de la Chassidut Chabad, jusqu'à aujourd'hui, pas seulement qu'il est étudié, c'est-à-dire pas seulement ses livres sont étudiés, c'est que son mouvement aussi, il est élargi, il est travaillé. Son mode de pensée. Voilà, son mode de pensée, bravo. Ce mode de pensée. Ok? Au passage, j'en profite parce que le rabbi, c'est notre rabbi. Et d'où on voit que même les exigences que le rabbi a demandées, que le système que le rabbi a mis en place, il est émettre, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il ne fait que s'étendre, et tout le monde est en train de rejoindre le mode de pensée du rabbi dans énormément de choses. Il me dit, un garçon, il est revenu de la yeshiva, il a passé 2 semaines à la yeshiva en Israël, il est revenu, alors il est parti dans une yeshiva qui est à la base, anti-chassid. Ouais, ça existe, c'est ce qu'on appelle les Nagdim, anti-chassid, c'est-à-dire ceux qui sont à l'opposé, c'est-à-dire qu'ils ont vécu toute leur vie, ils ont combattu la chassid. Ok? Et l'autre vient, il lui raconte des trucs de chassidut, il fait, mais quoi? Mais comment vous nous sortez ça, là? C'est pas votre truc. Il fait quoi? Mais tous les jours, j'étudie la chassidut. Tous les jours, j'étudie la chassidut. Ok? Donc après, il peut y avoir la chassidut du Baal Shem Tov, la chassidut, mais en tout cas, la chassidut du Admor HaZaken. Et donc, comment on a atteint? Et pourquoi on voit des rabbanim, en tout cas des rabbanim qui ont enseigné quelque chose, mais qui n'a pas perduré, parce que Dieu préserve. Tout ce qu'ils ont écrit, les tzadikim, les rabbanim, tout est écrit. Mais le mouvement, déjà, ils n'ont pas créé de mouvement. Ils ont dit un Dvar Torah. Ils n'ont pas créé un mouvement. Ok? Et que ça n'a pas pris d'ampleur, ou que ça n'a pas été perduré, etc. Pourquoi? En fin de compte, va être, non pas est-ce qu'ils sont émettent ou pas, eux ils sont émettent, mais peut-être le émet, la pureté de leur message, ou la méthode de leur message, ou de la manière comment ils ont vécu, etc. Ou peut-être que c'était pour une élite. Là, Oui, c'est pour ça que Dieu préserve. Je ne sais même pas si j'ai le droit de parler comme je parle. Peut-être que je suis vraiment un fou parce que je me jure. Mais en tout cas, parce que qui suis-je pour pouvoir oser parler comme ça? Mais en tout cas, on va se concentrer sur ce que l'Admor HaZaken il a dit, il a fait. Et en fin de compte, on voit que le message de l'Admor HaZaken. Alors, comment on arrive à ce niveau-là? Peut-être. Parce qu'en vérité, c'est quoi le... Alors, maintenant, c'est quoi le émet chez un être humain? Le émet chez un être humain, ça va être lui, ce qu'il dit,
et comment il le vit. Comment il le vit. Est-ce que son message, il est Emet? Est-ce que lui, il vit à la hauteur de son message? Et est-ce qu'il arrive à transmettre son message dans la pureté? Un enfant, que quand son père il arrive, il rentre du travail, il court dans toute la maison, en train de crier. En fin de compte, il faut, en fin de compte, le Emet, on va dire en d'autres mots, il faut que l'expression extérieure, elle soit à la hauteur du sens intérieur et que celui qui le dit soit aussi Emet. C'est-à-dire soit aussi au niveau. Je vous donne un exemple. Imaginez maintenant que mon message, que le message de monsieur Intel, il est vrai, mais lui il fait le contraire de ce qu'il dit. Ah oui, donc c'est pas crédible. Donc le message sera retenu, mais lui ne sera pas retenu. Ben, On est d'accord ou pas? Et donc en fin de compte, lui, il va être appelé comme quelqu'un d'intelligent, mais un escroc. Alors c'est quoi le sens escroc? Le sens escroc, c'est qu'il a dit des choses que lui-même, il ne le considère pas. Ok? Comme pour le réchauffement climatique. c'est parti. Non, mais au moins que ça soit clair. Au moins que ça soit clair. Zahama, c'est dangereux pour la planète. Ils nous font la Coupe du Monde au Qatar. Tous, ils vont en voyage, ils font les allers-retours. Ils prennent le truc pour aller juste déposer je sais pas quoi. Ils prennent l'avion. L'autre, le ministre de l'écologie, elle est partie en Alaska en avion. C'est que du mytho. Et c'est pour ça qu'ils n'ont plus de crédibilité. On va pas si loin, on parle des voitures électriques. Ouais, exactement. Donc en fin de compte, il n'y a plus de crédibilité. C'est quoi, il n'y a plus de crédibilité? C'est-à-dire, ils disent un discours que eux-mêmes, ils ne vivent pas à aucun moment. Donc en fin de compte, c'est pour ça que le peuple n'est plus n'ont plus de crédibilité. Par contre, Baruch Hashem chez notre Sadikim. Il n'y aura plus de tickets bientôt, il n'y aura plus de tickets, de rien. De caisse, il n'y aura plus. Ah oui, c'est sur les portables. Et Comme ça, tu pourras pas faire une petite Si, ça va être sur Internet. Alors, Directement sur alors maintenant, C'est dingue. est-ce qu'il faut faire attention à la planète? De toute façon, la Torah nous dit qu'il faut faire attention à tout. On n'a pas le droit de gaspiller. La question, elle n'est pas là. La question, ils sont plus crédibles. Pourquoi ils ne sont pas crédibles? Parce qu'ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils disent. Chez nos tzadikim, ils demandaient toujours moins que leur propre exigence. Ok? Donc, Baruch Hashem, c'est pour ça que nous, on tient notre tzadikim, on n'y bouge pas, on n'y déroge pas, etc. Et que tous les maîtres, une fois, ils ont demandé, non mais Shammai, il était très rigoureux. Ce que Shammai, il était rigoureux pour les autres, il était 100 fois plus pour lui. On raconte sur Shammai que pour la souka, il a eu un petit bébé, un nourrisson. Les nourrissons, ils ne sont pas obligés de faire la mise à de souka. Il avait cassé le plafond de chez lui pour mettre une souka pour que son fils soit. Il avait 8 jours, il avait 10 jours, il avait eu 1 mois. Ok? Ah, mais c'est ça notre tzadikim. Notre tzadikim sont encore plus exigeants pour eux que ce qu'ils disent aux autres. Mais en tout cas, dans leur message, ils sont émettent avec eux-mêmes. C'est-à-dire que le message, sauf que, après, il y a plusieurs étapes, plusieurs époques, plusieurs missions, plusieurs trucs. Mais c'est quoi le émet absolu? Le émet, en tout cas humain, ça serait que ce que moi je transmets pas quelque chose que j'y crois pas. Je vis tel que je le dis. Ça, c'est une chose. Mon discours, le fond et la forme concordent. Donc, en fin de compte, au passage, c'est pour ça qu'on dit avec Moshe Emet, on dit Moshe Emet, Vetorato Emet. On dit la Torah, elle est Emet, c'est insensé. Mais même Moshe, il est Emet. C'est en fin de compte, il faut que l'ustensile, le contenu et le contenant soient totalement transparents l'un avec l'autre. C'est logique. Ok? Alors maintenant qu'on a compris ce principe-là, dans lequel on pourrait travailler longtemps, parce que ça, c'est toute une vie de travail, ok? Et bien, le Admorazaken, on va dire encore 2 ou 3 anecdotes sur le Admorazaken. Alors, premièrement, le Admorazaken, alors, c'est une chose que j'ai pas vu beaucoup de rabbanim refaire, même chez les rabbis Chabad. Après, on ne connaît pas nous, on ne sait pas ce qu'il y avait derrière le rideau, mais une chose que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Le Admorazaken était un sans le sou. Pas d'argent. Il ne dormait jamais à la maison s'il y avait de l'argent à la maison. Pourquoi? Tout l'argent qu'il avait, il le redistribuait.
Le Admorazaken, il s'est marié à 15 ans. Un élève comme lui, alors ça se fait aussi sûrement de nos jours, les papas qui ont les moyens, donc bien sûr qui ont des filles qui sont comme il faut, qui sont à la hauteur, mais qui ont aussi les moyens, ils arrivent au Rosh Hashiva, fait j'ai la possibilité de subvenir aux besoins de mon gendre, trouvez-moi quelqu'un qui va être que dans la Torah, il se marie avec ma fille, je m'occupe de lui encore pendant 5 ans, 10 ans, jusqu'à qu'il prenne son envol. Je paye tout, mais je veux pour ma fille, un rab, un tamid chacham, un sadiq, ce que vous voulez. Ils sont partis le chercher à la yeshiva, le Rosh Hashiva, ou qui vous connaissez, Monsieur Inter, Shter Zaman Ben Baruch. Très bien, il lui a donné un vrai bourse d'argent. Qu'est-ce qu'il a fait de la bourse d'argent? Il a acheté des terrains et les a offerts aux Juifs pour viser leur parnassa. Il a pris l'argent qu'il avait, il a acheté des terrains. Alors, il n'a pas donné à la tzedaka, c'est ça encore plus intelligent. Il n'a pas donné à la tzedaka. Il a d'abord acheté des terrains. Et les terrains, il a demandé à un VAD, à un comité ou je ne sais pas quoi, mettez-les pour qu'ils puissent les exploiter. Donc, il n'a pas donné de la tzedaka, il a donné du travail. C'est mieux. Ok? Mais, et après, il s'est débarrassé de l'argent qu'il a reçu. Comme l'histoire du poisson, on ne donne pas le poisson, Bien on sûr. donne la canne à pêche pour aller pêcher. Bien sûr. Il s'est débarrassé de l'argent. C'est-à-dire qu'il ne gardait pas d'argent. Alors, ça, c'est un fait étonnant. Il n'y avait pas beaucoup qui le faisaient. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu beaucoup de gens qui le faisaient comme ça. Mais on peut l'associer avec la nature du Admorazaken. Imaginons maintenant que lui voulait percer les secrets du Emet de la Torah. Il ne voulait peut-être pas se permettre qu'il y a quelque chose, un boulet, qui le rattache au sol. Il fallait qu'il puisse être libre chaque jour de sa vie sans être angoissé. Nous, au Hachem, on a le téléphone portable qui nous rend fous tous les jours. Ok? À chaque fois qu'on veut commencer à prier, à étudier comme il faut, oui ou non? Donc cela veut dire qu'il y a toujours quelque chose qui t'empêche de t'évader. Baruch Hashem, Dieu il nous a donné Shabbat, et Shabbat c'est magnifique, etc. Pour lui c'était tout en Shabbat. Ok? Et comme ça, dans tout ce qu'il faisait. Et, je vous avais déjà raconté l'histoire, est-ce qu'il a payé cher la diffusion de la Chassidoute? Oui, il a payé très très cher. On avait raconté l'histoire que c'était même sa fille qui était partie et s'était portée volontaire pour mourir à la place de Admorazaken son père. Ok? Pourquoi? Donc c'est pas maintenant Stam comme ça. Il a payé cher ses convictions. Ok? Et par exemple, pour donner une autre petite anecdote, alors, dans la Chassidoute, je vous donne un exemple, dans la Chassidoute Chabad, j'imagine que vous avez dû le remarquer, mais sinon je vous le fais remarquer, ça n'existe pas de casser. De casser, de briser, de parler mal, de faire peur. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, dans tous les cours qu'on a pu étudier ensemble, vous allez dans d'autres cours, ils vous font peur. Si tu ne fais pas les mitzvot, il y aura ça. Si tu ne fais pas ci, il y aura ça. Si tu fais ça, vous n'avez jamais entendu parler comme ça. Pourquoi vous n'avez jamais entendu parler comme ça? Pourquoi moi j'ai entendu parler comme ça? Il y en a fait naître. Attends, tu déranges. Mais tu déranges. Vous voudriez un... c'est VIP. Allez, bonjour à tous. Alors, et donc, pourquoi? Parce que le Admorazaken, depuis le début, il a institué les règles de la Chassidoute. La Chassidoute est là pour élever. Et on n'élève pas en cassant. Si toi, tu veux te briser toi-même, c'est une chose. Mais tu ne casses pas les autres. Ton but à toi, c'est d'élever. Donc, tu élèves, c'est ça. Comment tu élèves quelque chose en te cassant? Et comme ça, dans tout. La Chassidoute, elle va prendre chaque chose, elle va mettre sous projecteur ses qualités. Ça, c'est la technique, c'est la base de la Chassidoute. C'est la positivité. C'est la... Oui, mais la positivité, c'est une chose. Oui, je suis d'accord, mais le but, il est autre chose. Le but, il est d'élever. Et on élève les choses en mettant sous projecteur ses qualités. Ses qualités, ok? Donc, en fin de compte, sur un enfant, on peut se concentrer sur ses défauts. Ou on peut lui dire, voilà tes qualités, vas-y, fonce, fais ta. Donc, au final, tellement ses qualités vont augmenter, les défauts, tu ne peux plus le remarquer. Mais les défauts, c'est souvent calé par rapport à ce qu'on attend d'un groupe. On se cale par rapport à ce qui... Voilà, il n'y a plus de personnalité, il n'y a plus de... On doit ressembler à quelque chose.
Ok, mais en tout cas, Souvent, c'est comme ça. On laisse pas parce bah, qu'on nous, doit caler à la société, on doit caler à... Sinon, on est hors norme. eh ben, nous les parents, on doit faire attention que ce soit pas ça. Bah oui. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, une fois, ils ont ramené une tabatière au Admorazaken. Et alors, une tabatière, c'est un truc en argent dans lequel on mettait le tabac. Maintenant, lui, il ne fume pas. Qu'est-ce qu'il va faire de cette tabatière? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé du temps à trouver le mécanisme pour détacher le haut du bas. Est-ce que vous avez un truc, jusqu'à qu'il enlève le fil, et il a pris le haut pour les tefilines, pour voir si maintenant les tefilines, ils étaient droits. Bon. On lui a demandé au Admorazaken, mais vous avez passé du temps à démonter comme ça, et c'est terminé l'histoire. Vous faites une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et ça se casse. Il fait, on est là pour réparer, on n'est pas là pour casser. Mais ça, tu parles des êtres humains. Réponse, non. Il faut que dans ce que tu fais, tu sois à 100% d'accord avec ta chita. Il ne faut pas qu'il y ait un endroit dans ta manière à toi de penser qui est différente quand tu as un intérêt et quand tu n'as pas d'intérêt. Et donc, tu brades tes convictions. Et en fin de compte, et c'est pour cela qu'au début, lorsque l'Admorazaken, il a considéré que c'était comme ça qu'il fallait étudier la Chassidut, donc il a enseigné. Après, il y a eu l'histoire quand il est rentré en prison. Et à la fin, il a demandé à ses maîtres. On avait raconté l'histoire à Youtet Kislev. Il a raconté à ses maîtres. Et il a demandé à ses maîtres, mais alors maintenant, je fais quoi? Si Hachem, il veut que je révèle la Chassidut ou il ne veut pas que je révèle la Chassidut, qu'est-ce que je dois faire? Là, les Ravanim, ses maîtres m'ont dit, maintenant que tu as commencé, fonce. Ok? Donc, en fin de compte, lui, c'était sa chita, c'est ce qu'il a pensé. Il est parti au bout de ses convictions. Il est parti faire jusqu'au bout. Ok? Et donc, en fin de compte, et peut-être que ça aussi, c'est la condition ou le tremplin pour que nos choses, elles perdurent. Pour que nos enfants perdurent dans leur chemin de la Torah. Parce qu'en fin de compte, des fois, nous, on se demande, pourquoi maintenant, dans mon chemin de la Torah, mes enfants, ils ne m'ont pas suivi? Pourquoi? Peut-être parce que même toi, dans ton chemin de la Torah, tu n'étais pas totalement, pas équilibré. Peut-être Emet. Alors, convaincu, Emet. Alors que les enfants, des parents qui ont été très durs avec leurs enfants, mais pas durs, rigoureux, sérieux, exigeants, etc. Eh bien, en fin de compte, les enfants, quand ils grandissent, ils adorent encore plus leurs parents. Mais pourquoi? Quand il était enfant, il y avait des conflits constamment. Et maintenant, il m'aime plus. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, un enfant, bien sûr, ça le dérange là maintenant, mais il voit le Emet qui est à l'intérieur du discours. Et donc, en fin de compte, le Emet, c'est pas juste avoir raison maintenant. Le Emet, c'est aussi avoir raison plus tard. C'est avoir raison et avoir raison. Ok? Et donc, en fin de compte, on voit bien, hein? Il faut il a étudié à toi, parce que toutes les bouquins sont par rapport à ça. C'est plus on est dur avec un enfant et plus. Oui, mais pas dur. Juste. Juste. לעילוי נשמת דרך חנה חיה בת ארזלה, רפואה שלמה דרזלה בת חנה חיה. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה בדברו. Amen. Mais c'est pas dur, en fait. Juste. C'est rigoureux. Yes. Alors, et donc, voilà, puisque maintenant c'est la Iloula du Admorazaken, voilà quelques points. Maintenant, ça peut me rejoindre un autre point, une des choses que année après année, je suis obligé de me plaindre, pas me plaindre, je suis obligé de le souligner, c'est un truc qui me rend fou, je vais vous raconter, c'est un truc qui me rend fou, j'y arrive pas, ça me passe jamais. Détendez-vous, c'est quelque chose de bien, mais ça, je suis obligé de vous dire, ça me passe, j'y arrive jamais. Aucune année, j'ai réussi à le passer sous silence. Vous prenez, non, Parashat Shemot, la Parashat de la semaine dernière, mais toutes les Parashot sont reliées. En vérité, c'est tout un chapitre, c'est assez long. Vous prenez à partir du... Prenez à partir du chapitre, vous savez travailler avec les chapitres? Chapitre 4, Dalet. Chapitre 4, mais on n'a pas les mêmes pages. Chapitre 4, dans Shemot, tout au début. Donnez-moi. Chapitre 4.
Ok. Alors, ici, on a la semaine dernière, on a eu un truc de fou. J'y arrive pas. Hachem demande à Moshe Rabbeinu, va me sortir les Bnei Israël d'Égypte. Ok? Simple, clair. Et t'inquiète pas, maintenant c'est Hachem qui lui parle. Hein. Hachem qui lui parle. Hachem il dit non. J'irai pas. Ouais, Moshe lui dit non, j'irai pas. Hachem lui fait pardon, je n'ai pas bien entendu ce que tu as dit. Il fait bah, non, j'irai pas. Il lui redemande. Tu peux aller sortir mes enfants d'Égypte, je vais te donner les miracles. Et ça. Ah ouais, ah sympa, sympa. Non, j'irai pas. Il recommence encore. Vous savez combien de temps ça a duré? 3 jours. 7 jours. 7 jours. Votre enfant vous demande quelque chose pendant 7 minutes. J'ai du mal. 7 secondes. 7 secondes. Vous faites la résistance, vous savez, vous faites la résistance juste comme ça pour le plaisir. Non, 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 non. Et vous espérez, j'espère qu'il va penser à autre chose. Vous essayez de lui donner un autre truc comme ça. Vous tenez pas. Même vous n'avez pas le temps. Quelqu'un vous dit, s'il te plaît, vous n'avez pas le cœur. Oui ou non? Vous n'avez pas le cœur, vous n'arrivez pas à faire autrement. 7 jours. Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, non, j'irai pas. Je comprends. Et quelle est la raison? Attendez 2 secondes. 2 secondes. Mais déjà le principe. Déjà le principe. Chaque année, j'arrive pas. C'est inhumain. C'est inhumain. Comment il a fait hein? C'est inhumain. C'est inhumain. Il savait ce Et qu'il c'est Hachem en plus. C'est pas ton pote. Mais justement, c'est le côté humain. Non, mais tu peux embrouiller un copain, tu peux dire non, tu peux faire ce que tu veux avec beaucoup de monde. Mais Hachem, il te demande, et je pense que Hachem, il a des arguments. 7 jours, c'est très long, c'est sûr. 7 jours. Et 7 jours, Moshe Rabbeinu répond non, j'irai pas. Mais c'est pour ça qu'il l'a choisi. Bah oui. On y arrive. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce principe-là? Et pourquoi Bémet? Et c'est pour ça qu'Hachem l'a choisi. Alors au passage, il y a un enseignement très intéressant. Alors, si vous regardez à la fin du passage que je vous ai donné, une seconde, il y a marqué, je vous fais regarder à partir du passage parce que c'est trop marrant. C'est trop marrant. Alors, à partir du Pasuk Yud. Donc, du Pasuk 9, je vous fais juste comme ça, parce que c'est vraiment rigolo. Vaya, Imlo, Hachem lui dit, donc Hachem, Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, non, je n'irai pas. Hachem lui dit, bon, ok, je vais te donner un signe. Tu vas aller les voir et tu vas dire, le Hachem, le Dieu d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, il m'a dit de vous envoyer. Ah, ok, je leur dis ça? Ouais. Bah non, je n'irai pas. Attends, ok. Et Vaya, Imlo, Yaminu, Gam. Après, je te dis un deuxième signe. C'est quoi le deuxième signe? C'est, tu vas leur montrer que le truc, il se transforme en serpent. Ils vont te croire, parce que t'as parlé, c'est un signe spécial. Attends, il va te dire, ah, ok. Non, j'irai pas. Attends. Ve'aya, im lo yaminu, gam lishne haotot, si maintenant, mais regardez vraiment comment même la tournure des phrases. Ve'im lo yaminu, vous êtes dessus? Ve'im lo yaminu, gam lishne haotot. Et si maintenant, ils vont pas croire sur les 2 premiers signes, Ve'la karta me'amayot, tu prendras l'eau du Nil, ve'shaparta be'yabasha, et tu vas le mettre à la terre, et sur la terre, et donc l'eau que tu vas prendre va devenir du sang. Waouh! Pas mal! Faut dire la vérité, c'est un gros signe, quoi. Il a fait un mot, un code, un mot, un premier miracle, l'histoire du serpent, l'histoire de la lèpre et l'histoire du sang. Pas mal, oui ou non? Moi, Hachem, il était content, il croyait qu'il avait gagné l'histoire. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Qu'est-ce qu'il dit Moshe? Non. Vayomer Moshe, el Hachem. Moshe, il dit Hachem, s'il te plaît Hachem,
Lo ish dvarim anochi. Mais je sais pas faire ça, je suis bègue. Je sais pas parler. Gam mitmal, gam mishilsham. Et ni hier, ni avant-hier. Mais depuis le début, je t'ai dit que je sais pas parler. Ouais. C'est un Marocain au final, il dit que c'était un Tunisien, peut-être il était Marocain. Alors il dit Kirvat peu, de la chambre anochi. Parce que je suis dur de. Je sais pas parler, j'ai honte de parler aux gens. Hachem, il s'énerve. Il dit Mi sampe la dame ou mi asumi lem. Ochiresh, opikeach. Qui, excusez-moi. Il dit Hachem s'énerve. Mais qui donne la parole aux gens? Mais c'est moi, Hachem. C'est Hachem l'objet de se justifier. Mais alors, mais tu sais qui je suis là? Mais qui donne la parole aux gens? Donc, ok. Il lui dit, et maintenant, lui, il croit à Hachem, que c'est pas ses crèmes. Veata, et maintenant, l'air, vas-y. Va je serai avec toi. C'est Hachem qui parle. Ok? Veoreti Hachem Tedaber. Et je vais te dire qu'est-ce qu'il faut dire. Pas mal, c'est des arguments, ça, non? Oui, costaud. Oui. Pasuk 13, Vayomer, Biadon, Shlachna, Viati Shlach. S'il te plaît, Hachem, envoie direct Mashiach. Tu vas voir moi. Il y aura un moment où tu vas. Mais en vérité, ici, le pasuk, il est. Tu as l'habitude de parler à Aaron, mais pas à Aaron. Pourquoi tu veux voir? Et là, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Alors là, il n'en peut plus. Là, il n'en peut plus. Vayichar af Hachem bemoshe. Là, Hachem s'est énervé. Là, Hachem s'est énervé. Vayichar af. Hachem s'est énervé sur Moshe. Il lui dit. Alors, mais je sais que ton frère, il va venir, il va être avec toi, t'inquiète pas. Il va être avec toi. Mais toi, tu vas lui parler, et toi, tu vas dire, et lui, il va traduire ce que tu veux. Et maintenant, bouge. Et là Moshe, il a dit, ok, j'ai compris, tu t'es énervé, c'est compris. Est-ce qu'il a accepté? Il n'a pas accepté, il a eu peur. Ouais, il a eu peur. Ouais. On est d'accord? Il n'a Ouais, pas ouais. accepté. C'est-à-dire que même jusqu'à la dernière seconde, il considère qu'il n'a pas été, il n'est pas fait pour cette mission. On est d'accord ou pas? Comment tu tiens 7 jours? Réponse. Avec Hachem. Comment? Eh bien, peut-être c'est ça le principe du Hémet, et c'est pour ça qu'Hachem l'a choisi. Pourquoi Hachem l'a choisi? Parce qu'en vérité, c'est quoi le Hémet? Le Hémet, c'est ce que je dis à l'extérieur, c'est exactement ce que je considère à l'intérieur. Ouais. Est-ce que quelqu'un il peut m'acheter pour... Est-ce qu'on peut acheter quelqu'un pour 1 milliard d'euros? Tiens, je te donne 1 milliard d'euros, mais je te tue. À part s'il est assez fou de dire, ah bon, je préfère pour mes enfants que... Hein, mais c'est pas achetable. C'est pas achetable. La vie, c'est pas achetable. Oui ou non? Eh bien, Moshe Rabbeinu, il n'est pas achetable. Si je considère que je ne suis pas fait pour ça, entre guillemets, peut-être par humilité, il s'est trompé, Moshe Rabbeinu. Parce que la preuve Tachles, c'était seul le meilleur qui était fait pour ça. Mais lui, à cet instant-là, il a considéré qu'il n'était pas fait pour ça. Donc, puisque je considère que je ne suis pas fait pour ça, il n'y a personne qui peut me convaincre. Pourquoi? Parce que je considère que je ne suis pas fait pour ça. Et c'est ça le Hémet. Oui ou non? Alors maintenant, il y a encore un autre Rashi. Vous allez voir tout de suite le Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoutez bien ce que Rashi dit. Toutes les fois dans la Torah entière où il y a marqué Vayichar af Hachem, Hachem s'est mis en colère, il y a eu des conséquences. À chaque fois qu'il y a marqué qu'Hachem s'est mis en colère, il y a eu des conséquences par la suite. Le seul fois où Hachem s'est mis en colère, où il y a eu 0 conséquence, c'est cette fois-ci. Mais pourtant, il y a marqué Vayichar af. En fin de compte, la question, elle est la différence, elle est pourquoi il s'est mis en colère? Il s'est mis en colère parce que quelqu'un, il avait le Hémet. Donc là, il s'est mis en colère parce qu'il était, entre guillemets, têtu. Je préfère de parler de mon cher Bénon comme ça. C'est-à-dire que dans son humilité, il considère qu'il avait raison. Mais je suis Hachem, je sais quand même. Donc en fin de compte, quelque part, comme nous avec nos enfants, des fois nos enfants, ils sont têtus. On a envie de les baffer, mais en fin de fond, nous, on est content qu'ils soient comme ça, ils ont un caractère fort. On est content, mais en vérité, on a envie de les baffer. Mais au final, je suis content. J'attends de voir qu'est-ce qui va se passer avec ce garçon-là. Ok? Donc en fin de compte, parce que là, tout de suite, c'est pas maintenant qu'il faut être têtu. Ce sera quand tu seras plus grand, il faut être déterminé. Mais là, maintenant, écoute. Ok, oui ou non? Donc, en fin de compte, nous, on va être énervés. Mais c'est un énervement de face. Mais au fin fond de nous, on est content.
Et c'est pour cela qu'en vérité, ici, il y a marqué Vaïcharaf Hachem. Hachem s'est énervé, mais il n'y a pas eu de conséquence. Pourquoi il n'y a pas eu de conséquence? Parce qu'en vérité, dans le il s'est énervé parce que Moshe Rabbeinu, il était têtu, mais il était heureux d'avoir en face de lui quelqu'un qui aimait. Parce que qui pourrait plus tard transmettre la Torah avec Emet? C'est seulement quelqu'un qui, à la base, il a ses facultés de Emet. Mais si à l'intérieur de toi, t'es Echad Bepeh v'Echad Balev, t'es un dans le cœur et un dans l'extérieur. Donc en fin de compte, toi-même, ta structure mentale, elle n'est pas Emet. Ta structure de ta vie, elle n'est pas Emet. Donc tu ne peux pas transmettre un message Emet, puisque toi-même, tu ne sais pas ça veut dire quoi la Emet. Et donc pourquoi Hachem, il a choisi Moshe Rabbeinu? Parce qu'étant donné que sa structure, elle était Emet, jusqu'au plus profond de lui-même, donc Hachem, il s'est dit, je suis tranquille avec le message. Et donc, Hachem, il est Emet, qui va choisir sur terre pour le représenter, pour porter le message de Dieu? Quelqu'un qu'à l'intérieur de lui, il est Emet. Et c'est pour cela, et au passage, non, je voulais dire autre chose, mais c'est pour cela qu'en vérité, même humainement, tous les ans, année après année, ça me rend fou. Quand je lis ce passage-là à la Torah, je rigole. C'est pas possible. C'est inhumain. Mais en fin de compte, c'est inhumain. Mais justement, Hachem, il devait... Alors, bien évidemment, c'est Hachem qui a fabriqué Moshe de cette manière-là, etc., etc., etc. Très bien, très bien. Mais concrètement, c'est pour ça que c'est Moshe Rabbeinu qui a porté le message. Alors maintenant, ce qui est aussi marrant de l'autre côté, c'est qu'en fin de compte, dans la mission, l'ordre de mission de Moshe Rabbeinu, c'était quoi? C'était quoi l'ordre de mission de Moshe Rabbeinu? De sentir le peuple. De s'occuper du peuple juif. On est d'accord? Et de les amener, et de créer, pas de créer, mais c'est-à-dire de constituer, d'amener le peuple juif à la... Quand Hachem il a voulu, et il était énervé contre les Bnei Israël, il a voulu détruire les Bnei Israël, qu'est-ce que Hachem il a fait? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a fait? Mais il a défendu. Non, tu feras rien, Hachem. Comment tu parles? Oh, c'est moi Hachem là-haut. Il fait non, tu feras rien. Loulé Moshe Bechiro, Amad Baperetz. S'il n'y avait pas eu Moshe, Hachem il aurait fait autrement. Et comment Moshe il tient tête à Hachem? Et il lui dit, ok, tu veux pas écouter ce que je dis? Très bien, efface-moi du livre. Presque comme si on disait, je veux pas ma caution personnelle dans le livre. Comment il tient ça? Comment c'est possible de faire ça? Parce qu'en vérité, Hachem il a fait exprès de choisir quelqu'un dont sa vie c'est le Emet pour pouvoir transmettre le message Emet de la Torah. Et c'est pour ça que la phrase est dit Moshe Emet, Vetorato Emet. Moshe il est Emet lui-même, donc il est vrai, et la Torah qu'il nous a transmise elle est vraie. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fin de compte, pour pouvoir transmettre une Torah vraie, il faut aussi travailler sur soi-même, pour travailler au plus profond de nous-mêmes, que nos convictions et notre mode de vie soit pas, Dieu préserve, à l'extérieur c'est une chose, à l'intérieur c'est différent. En fin de compte, il faut, et ça fait partie vraiment du travail émet que chacun de nous il a, c'est que ce qui est à l'intérieur va être à l'extérieur. Et alors attention, pas à l'extérieur brut de décoffrage, non, il faut aussi polisser notre manière, mais que dans notre manière d'être poli et tout ce qu'il faut, en fin de compte, on ne peut pas vendre nos convictions. Parce que si maintenant tu vends tes convictions aujourd'hui, demain tu vas vendre quoi? Donc demain, tu vas dire à quelqu'un que tu l'apprécies, mais c'est pas vrai. Et après demain, tu vas dire un Dvar Torah qui est pas vrai. Et demain, tu vas faire autre chose qui est pas vrai. Et à la fin, tes enfants, ils vont voir que c'est pas vrai ce que tu fais. Ils vont te dire, mais papa, qu'est-ce que tu nous demandes? Qu'est-ce que tu nous exiges? Je sais pas compris. Qu'est-ce que tu veux de chez nous? Qu'est-ce que tu veux de chez nous? Tu nous dis Emouna, 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 mais toi tu tiens pas Emouna. Tu nous dis la Torah c'est Emet, mais dès que tu es en vacances, tu ne te lèves pas le matin. Dès que tu as du temps, tu n'étudies pas. Et de la même manière, tu nous dis Chesed. Mais voilà, pourquoi tu nous dis pas où est-ce qu'on pourrait aller faire du Chesed? Non, le Chesed c'est bien, mais quand les gens ils nous demandent à la porte. Oui, mais tu as bien vu, il y avait 10 codes pour rentrer à la maison, pour qu'ils disent qu'il va venir nous demander à la maison. Ok? Donc en fin de compte, notre travail à nous, plus on va travailler sur notre Emet,
pour pouvoir faire un avec notre message, faire un avec ce qu'on dit, faire un avec nous-mêmes, et ben en fin de compte, c'est ça qui est l'idée de se relier vers la Torah. Ok? L'Echaim, après on va dire encore un petit mot. Yes? Merci beaucoup. Bonne journée. Bon, l'année prochaine, on a l'école là-bas. Faut négocier avec eux. Bah ouais, faut que je vois, faut que je l'appelle. Elle m'a pas dit pour le vendredi. Elle m'a dit d'y aller, après j'ai pas eu de nouvelles. En ce moment, c'est un peu. En ce moment, on est un peu. Je l'ai pas embêté. On est un peu. Yes? Bonne journée, tout le monde. Chazak ou pas? Chazak. Clair ou pas? Clair ou pas? Yes? Et donc, en fin de compte, ça, c'est notre travail. Alors maintenant, et donc, concernant la Zaken, au début, on a parlé par exemple du fait qu'il y a un sans dessous. Ben, en fin de compte, cette idée-là de sans dessous, c'est parce qu'en fin de compte, lorsque maintenant on est tout au début, on ne peut se permettre aucune négociation possible avec nos convictions, avec nos choses. Donc en fin de compte, si maintenant c'est un choix qu'il a fait. Hein, j'ai pas vu que les autres rabbis, ils ont fait de la manière. Donc en tout cas, c'est ce que moi j'ai lu. Il y a quelques années, je suis tombé dessus. Qu'en fin de compte, le Admor Zaken, voilà, il restait sans argent à la maison, il restait etc. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il fallait laisser. Et la vérité, comme ça c'est raconté, que lorsque le Admor Zaken, alors vous savez que plus tard on étudiera qu'en fin de compte, la matière première de la création, c'est la divinité. Ok? Bon, ça on retravaillera ça. Eh ben, il y a marqué que lorsque l'Admor Zaken il est parti pour être décédé, il était à quelques heures du décès, il a dit à son petit-fils, à son petit-fils, je ne vois plus le matériel, je vois la force d'Hachem qui anime le matériel. Je suis admirative. J'ai dit, je suis admirative. Je sais pas si tous les tzadikim c'est comme ça m'étonnerait. Comment? C'est un niveau spécial. Nous, on ne peut pas juger, mais comment on arrive à ça? Ben, en fin de compte, Hachem, il reste jamais débiteur. Il reste jamais débiteur. Ouais. Selon comment tu vis ta vie, ben, comme ça, il te donne la possibilité d'obtenir ce que tu veux vivre. Si toute ta vie, tu as voulu obtenir qu'une seule chose, voir le Hémet, ben à la fin, Hachem te donne la possibilité d'entrevoir le Hémet. Et c'est peut-être aussi pour cela que Moshe Rabbeinu a eu le mérite de voir une partie, entre guillemets, parce que seulement sur le thème voir Hachem, c'est un peu compliqué, mais entrevoir une partie de la grandeur de Dieu. Ok? Alors au passage, il y a un yom-yom, celui-là que je voulais dire il y a quelques instants, il y a un yom-yom très intéressant. Il dit, nous des fois on croit que dans le Hémet, on atteint un certain niveau. Ok? Alors le yom-yom il dit comme ça, il dit, mais loin de là, on est nos limites dans notre besoin et d'aller atteindre et d'aller chercher le Hémet. Et il dit, lorsque Moshe Rabbeinu il a vu le petit ongle du Hémet d'Hachem, il est tombé à la renverse. Donc Moshe, que lui il est Hémet, il a vu l'ombre de l'ongle du Hémet d'Hachem. Ok? Il est tombé à la renverse. Donc nous on en est où? Ok? Donc en fin de compte, mais ça change pas. Qu'en fin de compte, lorsque maintenant quelqu'un il va vivre avec ses convictions, il va chercher à vivre selon ses convictions, avec ses convictions, selon ses convictions, et vivre que le haut de sa tête, le bas de son corps, tout, chaque millimètre de lui-même, quand il essaie de parler, il essaie de garder sa politique, sa conviction, sa manière à lui de vivre, etc. Ben, en fin de compte, Hachem Akadosh Baruch Hu, il reste débiteur. Ben, en fin de compte, Hachem va le tester. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on a vu dans la paracha aujourd'hui que Hachem, pour atteindre les mètres de chaque chose, ben, il a une période où il teste. Pourquoi il a une période de test où il teste? Parce qu'en fin de compte, tu veux obtenir un level. Pour obtenir un level, il faut qu'Hachem, il te prépare. Il voit ce qui est au niveau de recevoir. Il voit combien tu tiens à tes convictions. Et après, une fois, et c'est pour ça qu'il y a marqué, tout celui qui étudie la Torah quand il est pauvre, à la fin, il va l'étudier la Torah en étant riche. Pourquoi?
Parce qu'en vérité, tout ça, c'est tout le temps à la recherche de Emet. Si quelqu'un, il étudie la Torah, vraiment, sous n'importe quelle condition, même quand il est pauvre, bah à la fin, Hachem va lui dire, bah, attends, je vais te faciliter l'étude. Mais pour te faciliter l'étude, bah, il faut que tu sois plus à l'aise financièrement. Ok? Et donc, selon son niveau de Emet, il va le tester 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, peut-être 20 ans, il va le tester. Mais à la fin, quoi qu'il arrive, Akadosh Baruch Hu lui donnera toujours plus de moyens pour pouvoir aller jusqu'au Emet. Après, la question, elle est, pendant combien de temps ça lui prend pour développer son Emet à lui, que quoi qu'il arrive, je vais rester attaché avec Hachem. En tout cas, ça a marqué, tout celui, et comme on a vu avec Hillel, vous connaissez tous le premier Hillel, que comme il n'avait pas d'argent du tout au début quand il devait étudier la Torah, après c'est devenu un des plus grands maîtres de la Torah, et bien il y a marqué, vous connaissez tous l'histoire, elle est racontée souvent aux enfants, que avant, à l'époque, pour étudier au Beth Midrash, il fallait payer. Il fallait payer pour entrer au Beth Midrash. Oui. Et tous les jours, il travaillait, et il gardait un peu d'argent, une partie pour sa famille, et une partie pour lui. Et on devait travailler tous les jours. Il n'y avait pas de retraite, il n'y avait pas de chômage, il n'y avait pas de NPE, il n'y avait rien du tout. Ok? Et qu'est-ce qui se passe? Et un jour, il n'avait pas l'argent. Il n'a pas eu assez d'argent. Donc qu'est-ce qui se passe? Il a donné ce qu'il pouvait à sa famille, mais lui, il n'avait plus d'argent pour étudier. Ok, alors je fais quoi? Je n'étudie pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté sur le toit pour aller écouter les divrei Torah. Et il faisait très très froid. Et au bout d'un moment, comme ça l'histoire raconte, et au bout d'un moment, en fin de compte, il y a eu la neige, et petit à petit, c'était obstrué la lumière du jour. Les maîtres, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La lumière elle est obstruée. C'est pas habituel, même des fois quand il fait froid, ça n'a jamais dit la lumière ça a fait. En fin de compte, ils sont partis voir sur le toit, et il était congelé l'autre. Il a été congelé. Ils l'ont fait descendre, après il a expliqué. Et à l'époque, si je ne me trompe pas, depuis, ils ont dit, il n'y a plus personne, on ne paye plus pour entrer au Beth Midrash. Donc cela veut dire que lui, malgré qu'il n'avait pas d'argent, il ne s'est pas destitué, il ne s'est pas retiré devant la difficulté. C'est en fin de compte, si maintenant je n'ai pas d'argent pour aller étudier la Torah, ben j'aurai pas d'argent, mais je vais étudier la Torah quand même. Il a trouvé une autre solution. Je vais étudier la Torah quand même. Vous voyez? Et c'est ça le genre de test que Hachem fait. Est-ce que maintenant on se maintient dans le chemin, dans nos convictions, dans notre attachement avec la Torah, dans notre simcha? Parce que si ta simcha elle est émet, même quand tu as des galères, tu es de simcha. Mais si ta simcha elle n'est pas émet, donc elle dépend de ta situation. Donc en fin de compte, ta simcha elle n'est pas émet, elle est juste dépendante de ta situation. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pour ça que le test du émet, c'est un test qui est là avec le temps, mais en fin de compte, ce n'est pas tellement le temps, parce qu'en réalité, le temps c'est le changement. Donc ce n'est pas tellement le temps qui est le test, parce que le temps amène le changement. Moi, je ne suis pas le même qu'hier. La vie n'est pas la même qu'hier. Et le chose n'est pas la même qu'hier. Tout n'est pas la même chose qu'hier. Mais si maintenant mes convictions, en tout cas ma politique, et la simcha, et la tzedaka, et l'étude à Torah, et venir à la tfila, etc., ben cette politique de vie, c'est vraiment ma politique de vie. Ben, peu importe la situation extérieure, quoi qu'il arrive, je vais tenir. Donc, si maintenant quelqu'un il tient sa politique de vie quand il est pauvre, ben, Akadosh Baruch Hu va lui élargir son canal, va lui élargir sa capacité pour pouvoir continuer la même politique. Jamais bouger une oreille, pouvoir continuer la même politique, mais dans la largesse. Amen, Kenny Ratzon, Chazak, Baruch.